Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici donc le nouveau live de l'ABGES organisé par l'ABGES. Nous vous souhaitons la bienvenue avec donc Evelyne Ngotue et Sarah Demier qui vont être donc, les expertes de ce soir. Nous allons traiter donc, alors je ne rentrerai pas trop en détail, mais en tous les cas de l'ESG et du CSRD, et notamment du premier, si je puis dire, premier feuilleton omnibus, puisqu'il y aura un deuxième rendez-vous pour la suite au mois de janvier. Alors, concernant un petit rappel des best practices, évidemment, vérifiez que vous entendez bien, que vous avez la vidéo. Coupez par contre votre micro. Vous avez le chat pour, en l'occurrence, pouvoir poser vos questions, puisque Evelyne est également modératrice et au fur et à mesure des questions que vous posez, soit les réponses seront apportées tout de suite ou sinon à la fin, puisque dans l'heure du live, il y a 50 minutes d'exposé et ensuite 10 minutes de questions-réponses à la fin, si tant est que vous n'ayez pas encore eu certaines réponses. Au niveau, concernant, donc vous avez un replay. Là, nous sommes en live et en direct enregistré. Donc, le replay sera disponible à partir de demain et nous vous l'adresserons directement puisque nous avons vos mails lors de l'inscription. Donc, vous le recevrez. Sinon, il sera de toute manière disponible sur le site de l'ABGES. Enfin, à la fin de cet exposé, je vous mettrai donc le programme des lives à venir pour les semaines à venir. Et sachez que si un sujet vous intéresse, vous pouvez éventuellement récupérer le replay si vous n'avez pas pu y assister. Je vais donc, je vois que nous sommes une petite cinquantaine de participants. Nous attendons, on va dire, pratiquement 3 fois plus au niveau du public. Donc, je pense que les personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Et pour ne pas retarder le timing, je vais laisser la parole donc à Evelyne ainsi que Sarah. Bonjour. Merci Isabelle, bonjour. Donc bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire GES qui va parler d'un sujet assez brûlant. Isabelle l'a bien dit, c'est carrément un feuilleton au sens propre et au sens figuré. Donc on va parler finalement de la CSRD, du paquet omnibus et des impacts pour les banques. Nous sommes en novembre 2025 et le paysage du reporting de durabilité européen a été vraiment très chahuté. Ça n'a jamais été autant mouvant entre simplification réglementaire, report des obligations, stop the clock, changement des seuils, incertitude politique. Beaucoup se demandent finalement si la CRCD est vivante, si c'est un projet qui est mort, si elle disparaît, si on garde tout ce qu'on a fait depuis ou pas. Et donc, c'est en fait l'ambition d'aujourd'hui. On va essayer de décrypter ce soir, faire le tri de ce qui relève du test, ce qui relève de la réglementation et finalement, qu'est-ce qu'on va garder de tout ça. Donc aujourd'hui, en fait, les enjeux de notre webinaire, et déjà c'est important de rappeler un peu le contexte. Donc on va parler de l'impact de la CSRD, de l'omnibus sur CSRD, avec ce feuilleton qui a commencé depuis le 26 février 2025. Donc on a le paquet omnibus qui avait été soulevé, adopté par la commission, ou en tout cas lancé par la commission, qui a voulu en fait simplifier le dispositif de reporting de la durabilité. Le 17 avril, étant donné toute l'incertitude juridique et même politique associée à ces tests, on a eu le stop the clock qui a reporté pour certaines entreprises assujetties l'obligation de travail sur la CSRD et la CSDTT de 2 ans. Et là, on a eu le coup de théâtre du 22 octobre avec finalement la décision du Parlement de rejeter les négociations en cours et on rebat les cartes et on repart sur autre chose. Donc, on a un climat d'incertitude totale, même certains aujourd'hui ne savent plus vraiment si encore c'est applicable ou pas. Et donc finalement, nous, on va parler de ça. Je pense qu'on est dans un paradoxe où, au moment où on dit qu'on va faire du stop de clock, qu'on va arrêter
la montre, entre guillemets, la planète, elle se déchaîne. Donc, c'est ça qu'on va décrypter aujourd'hui. Notre invitée, Sarah Denier, donc, qui va être notre experte ce soir pour nous aider à décrypter ce sujet. Sarah est spécialiste de la réglementation prudentielle et aussi de l'ESG. Elle accompagne depuis plusieurs années les banques sur ces sujets-là et elle va nous aider à décrypter ce paradoxe. Je laisse Sarah se présenter. Merci beaucoup Evelyne, déjà pour cette belle introduction. Donc effectivement, moi c'est Sarah Denier, donc j'interviens, comme le disait très bien Evelyne, depuis une dizaine d'années maintenant dans le secteur bancaire, en particulier sur tout ce qui a trait à la gestion des risques, plus particulièrement risque de crédit. Et c'est vrai que depuis, j'ai commencé ma carrière avec les accords de Paris, c'est d'actualité. Et aujourd'hui, donc ça fait 5 ans que je travaille beaucoup plus spécifiquement sur la question de l'ESG. J'en ai fait une spécialité. Et aujourd'hui, on va essayer de voir comment justement ces enjeux à la fois réglementaires et prudentiels peuvent coïncider dans un climat où on fait face à du recul et à de l'accélération. Donc, ce côté très ambivalent que tu viens de mettre en exergue, Evelyne. Tout à fait. Donc, comme l'a mentionné Isabelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, je serai votre modératrice ce soir, donc je vais regarder régulièrement le chat pour voir quelles sont les questions. Et bien sûr, on va pouvoir essayer de répondre soit au fil de l'eau, soit en fin de session. Déjà, vraiment, on se met tout de suite dans le bain. Sarah, on parle de CSRD comme un test qui est presque mort. Est-ce qu'on est déjà à l'étape de l'autopsie ou alors il faut encore espérer quelque chose? Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on apprend de cette séquence incroyable réglementaire? Sarah? Écoute, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va se dire là pendant l'heure qui suit. Ce qu'il va falloir surtout garder en tête en termes de messages clés, c'est que finalement, quelles que soient les conclusions CSRD à court terme, voire même à moyen terme, il y a des choses qui vont être hyper intéressantes, des bonnes pratiques qui ont été travaillées, développées par les FRAG et que l'on va pouvoir en fait mettre en place dans un contexte prudentiel. C'est tout ce qu'on va voir ce soir. D'accord, mais déjà, avant de faire l'autopsie de la CSRD, ce serait peut-être intéressant de se rappeler c'était quoi ce test et pourquoi est-ce que c'était si important? Quelle était l'ambition d'origine, Sarah? Alors, d'un point de vue très macro, on va dire que la CSRD avait pour objectif, donc, et on va toujours utiliser le présent, a pour objectif de renforcer la transparence, la comparabilité des informations en matière de durabilité qui sont notamment publiées par les entreprises européennes ou exerçant sur le territoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement une fois qu'on a sorti ce grand principe? C'est harmoniser les reportings de durabilité à l'échelle de l'Union européenne, notamment en remplaçant tout ce qui était des cadres volontaires, le GRI, la TCFD, etc., par un socle commun de normes qu'on appelle donc les fameuses ESRS qui ont été élaborées par les FRAG. Et c'est aussi rendre finalement l'ESG de manière beaucoup plus structurée, quelque chose que l'on connaît plutôt bien en finance, de travailler de manière très structurée, en proposant finalement une méthodologie et des pratiques communes au niveau des entreprises, avec, par exemple, une analyse en double matérialité, on va le revoir, mais qui permet de prioriser les enjeux, et une structure assez standardisée d'un point de vue analytique. Donc là aussi, on y reviendra probablement plus en détail, mais c'est le fameux PAT, donc Policies, Action and Target, et qui se décline finalement en différents axes de granularité derrière, donc avec une approche très sectorielle, une approche plutôt géolocalisée ou par capitalisation. Donc, tout ça, ça va nous amener très progressivement à toucher du doigt finalement le troisième point fondamental autour de la CSRD, et non des moindres, qui concerne celui de la donnée ESG, qu'il s'agisse de sa disponibilité, de sa qualité ou encore de sa gouvernance. Alors, Sarah, finalement, là, tu nous parles beaucoup de reporting, d'harmonisation. Et donc, du coup, le piège dans lequel plusieurs sont tombés, c'est ce piège de la conformité, de prendre l'exercice de CSRD comme un exercice de conformité. Alors, est-ce que c'est un énième reporting à produire ou pas? Alors, pour moi, en tout cas, c'est clairement plus qu'un exercice de conformité. Ça dépasse, en fait, le stade, même s'il y a un enjeu réglementaire, bien sûr, mais ça dépasse ce simple cadre, puisque derrière, c'est un véritable outil d'aide à la décision. On met en place des politiques, on met en place des plans d'action avec des objectifs très ciblés, mesurables et atteignables. Et donc, ça s'applique vraiment dans un esprit de risk management afin de prioriser à la fois les impacts, les risques, mais aussi et surtout les opportunités en matière d'ESG.
Donc, c'est assez holistique. Merci Sarah. Et alors, du coup, on a ce paquet omnibus qui arrive, qui dit ouais, on a trop fait, c'est une usine à gaz, on va tout repenser. Donc, replaçons un peu le décor. C'était quoi ce projet omnibus? C'était quoi l'ambition? Pourquoi est-ce qu'il a fallu se lancer dans cette étape-là, à la première année où on devait commencer une reporting la CSRD? La CSRD, finalement, c'est un texte qui remonte à un petit moment maintenant, il y a 3 ans. Et ça devait, voilà, comme je disais tout à l'heure, marquer vraiment une véritable rupture. On homogénéise un reporting, on rend la durabilité de manière plus structurée, donc on formalise un cadre. Derrière, l'EFRAG a publié un certain nombre de documents et c'est vrai que ça a pu faire peur, ou en tout cas, on a pu prendre peur en voyant l'ensemble de tout ce texte. Et il y a eu un certain nombre de critiques sur la complexité, la lourdeur administrative, pardon. Et finalement, ça a conduit la Commission européenne, en début 2025, d'en revoir profondément la mise en œuvre. C'est pourquoi, en ce début d'année, il y a eu donc ce fameux paquet omnibus qui est arrivé avec un objectif très clair et affiché, c'est simplifier sans renoncer à l'ambition. Pour donner très brièvement quelques chiffres, et encore une fois, on est en novembre 2025, ce paquet vise à réduire à peu près de 25% la charge administrative des entreprises, voire même un peu plus pour les PME, mais en gardant quand même, ou en essayant de garder les substances, les piliers fondamentaux du Green Deal. Donc, on parle souvent du paquet omnibus sous le couvert CSRD, mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ça modifie plusieurs textes structurants, donc la CSRD en soi, la CSDD, et la taxonomie européenne, et le CBAM, donc, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, il y a vraiment des transformations majeures sous ce couvert-là de simplifier la lourdeur jugée par les entreprises. Alors, simplifier, ça ne semble pas si mauvaise idée. Enfin, alléger la charge administrative des entreprises. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est dans ce feuilleton incroyable? Quelle était la portée réelle de ces changements? Pourquoi on parle d'allègement, de report? Pourquoi ça ne marche pas? Alors, c'est plus qu'un discours de simplification finalement, puisqu'on est vraiment sur une transformation du paysage, en fait, du cadre ESG européen tel qu'il avait été initié en 2022. On a donc un certain nombre d'entreprises, 80% qui sortent du scope initial. On a, comme tu le disais tout à l'heure, un stop the clock, donc c'est une directive qui cherche à poser un moratoire pour certaines catégories d'entreprises de 2 ans sur les obligations de reporting. On a une réduction drastique aussi du nombre de data points qui sont visés, révisés. Et on a aussi d'autres enjeux autour de la value chain cap qui est renforcée afin de protéger les PME contre des exigences excessives vis-à-vis des grandes entreprises. Donc, en fait, on assiste vraiment à un vrai basculement parce qu'on rabat les cartes au niveau des organisations. Et ça, pour les institutions financières aujourd'hui, c'est un vrai chamboulement. En fait, la CSRD avait cet objectif-là que de collecter des informations auprès des entreprises qui sont donc financées par les institutions financières. Et on se retrouve donc sur une fragmentation, ou en tout cas sur aujourd'hui des frontières très floues, à la fois en termes de périmètre d'application, puisqu'on va avoir des entreprises qui restent sous le joug donc, de la CSRD, d'autres qui vont aller sur le volontariat des SME, d'autres qui n'auront pas du tout de reporting. Donc, ça rajoute une complexité. Et pourtant, les banques doivent aujourd'hui continuer à produire du reporting prudentiel, mais sans visibilité sur cette thématique-là. On commence à avoir des questions dans le chat, mais effectivement, on va dérouler. On va les prendre un peu à la fin, mais continuez à poser vos questions. Je les ai en tête et n'hésitez pas. On a eu une innovation un peu réglementaire ces derniers mois. On a des nouveaux concepts. On arrête la montre, on tue des listes, stop the clock, kill list. C'est quoi ces concepts? De quoi on parle et pourquoi est-ce qu'on peut mettre une pause sur la réglementation? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le stop the clock est arrivé en avril 2025 et en fait, comme je disais tout à l'heure, il instaure un moratoire de 2 ans sur l'application de la CSRD et de la CSDD pour certaines catégories d'entreprises. Donc, pour les aficionados, c'est plutôt les vagues 2 et 3. Autrement dit, en fait, ces obligations de reporting, elles sont temporairement suspendues.
le temps que la commission finalise ces derniers petits ajustements, on va dire, du paquet omnibus. Donc ça, c'est une pause réglementaire. Mais cette pause réglementaire, finalement, en termes de reporting extra-FI, ça engendre une période d'incertitude, puisque tout le calendrier du reporting ESG est, au moins pour ces entreprises-là, décalé d'au moins 2 ans. Oui, vas-y, continue. Du coup, j'allais enchaîner sur ta deuxième question. Sur les kill lists, effectivement. Les kill lists. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans le débat de manière un peu plus récente. Hein. Donc c'est de mémoire, c'était début octobre. Donc juste la kill list, en fait, ça recense tous les actes qui sont dits non essentiels et qui vont donc être dépriorisés afin de réduire encore davantage les formalités administratives pour les entreprises. Et donc, sur ces éléments, on n'attend pas d'adoption avant 2027. Et surtout, ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ça va être modifié, voire tout simplement supprimé par la Commission. Donc, je crois qu'il y a une grosse vingtaine de mesures qui sont estampillées, mais celui qui a attiré beaucoup l'attention là sur l'automne 2025, c'est finalement un acte délégué en particulier qui va ne rendre pas obligatoire la déclaration, le reporting CSRD pour les entreprises qui exercent, hors Union européenne, mais qui exercent sur le territoire. Donc, la conséquence directe, c'est qu'il va y avoir des groupes étrangers qui exercent en Union européenne, mais qui ne seront pas, du coup, à court terme, soumis à ce reporting extra-financier. Ça pose des questions majeures, notamment en matière d'équité, c'est-à-dire comment finalement garantir une concurrence juste entre des entreprises européennes qui pourraient être soumises à cette réglementation et d'autres, notamment les groupes étrangers, qui pourraient y être, qui échappent encore pour le moment. Et ça remet encore le single playfield. Oui, c'est sûr. Et alors, finalement, on a assisté à des seuils qui montent, qui descendent, dans des guerres de scope. De quoi il s'agit ? Tout simplement le fait que justement aujourd'hui on va avoir donc un étau qui se resserre sur des obligations liées à la CSRD. On a énormément d'entreprises qui sortent du scope initial. Au début on parlait de 50 000 entreprises. Aujourd'hui on est plutôt sur 80% de ces entreprises qui sortent du radar CSRD. Et donc on va se retrouver dans un écosystème qui est vraiment fragmenté, puisque l'on va avoir ce petit noyau qui va rester contraint par une CSRD, donc à voir après la nature de ce qui est, du contenu clair et net qu'il y aura là-dedans, mais il y aura du coup un gros noyau qui va être soit développé sur le propre volontariat des reporting extra-financiers, soit au contraire se dire ce n'est pas une obligation, donc je m'en affranchis. Donc comme je disais tout à l'heure, nous, en tant que secteur financier ou professionnel du secteur financier, on va avoir un énorme impact puisqu'on est toujours tributaire, ou en tout cas, on le devient de plus en plus, de cette donnée ESG qui se rend de moins en moins disponible sur l'ensemble, finalement, du corporate européen. Et en clair, alors, finalement, toute cette synthèse de cette séquence-là, c'est quoi les conséquences qui ressortent le plus? Eh bien, tout simplement, moins d'obligations directes pour beaucoup d'entreprises, mais finalement plus de complexité pour nous, professionnels de la banque, puisque, comme je disais, on doit quand même intégrer de l'ESG. Il y a le package CR3, CRD6, il y a les EBA guidelines qui nous disent et qui nous insuffle un vent assez important pour intégrer l'ESG dans le cadre de notre activité. Donc, si on prend par exemple tout simplement un exemple autour du suivi de l'activité portefeuille ESG, sans cette donnée, finalement, ça va être très difficile d'évaluer, mettons, une contrepartie sur son volet E, S et G si on n'arrive pas à capter de l'information là-dessus. Ou alors, on va tout simplement disposer d'un portefeuille qui va être très hétéroclite parce qu'on va pouvoir justement avoir certaines corporates, donc plutôt les large corps, qui communiquent et toute la partie SME, TPE, etc., où là, on aura un peu plus de flou artistique. Donc, donc ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, finalement, nous, en tant que banque, on a des obligations qui s'intensifient, qui se durcissent avec un calendrier très précis, mais à côté de ça, on a
cette ressource, cette matière première qui commence à se perdre. Et alors, la planète, Sarah, est-ce qu'elle fait du stop the clock? Et non. non, la planète, elle ne se met pas du tout sur pause. Et finalement, nous, on prend le temps aujourd'hui. Hein. Encore une fois, je vais parler des accords de Paris parce que c'est hyper d'actualité, mais depuis 2015, on pose les choses sur la table, on réfléchit, on prend le temps d'essayer de structurer. Et tu l'as très bien dit en introduction, mais on assiste au franchissement d'une 7e limite planétaire, de l'acidification des océans. On a donc des puits carbone qui se retournent. Enfin, voilà, aujourd'hui, on assiste à un certain nombre de catastrophes naturelles qui s'intensifient. On a cette problématique autour du carbone qui ne désemplit pas. Les chiffres commencent à tomber sur les bilans accords de Paris. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Donc, clairement, la planète, elle n'atteint pas. Mais nous, on prend le temps de la réflexion. Donc, on est sur un système à double vitesse là aussi. Et est-ce que la planète applique le principe de proportionnalité et a des notions de seuil? Une inondation touchera aussi bien une petite entreprise qu'une grande entreprise. Donc non, la notion de proportionnalité, ce n'est pas un concept naturel, ce n'est pas un idem pour celui des seuils. On ne va pas avoir de principe de proportionnalité, de seuil, mais même pas de période transitoire finalement. Quand on a cette augmentation à la fois des fréquences, mais aussi de la sévérité des catastrophes naturelles, c'est sans seuil, sans exception. Et le coup du théâtre, alors, du 22 octobre, tout ça pour un rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore plus de flou? Encore plus de flou, encore plus de flou et encore plus de flou. Non, le 22 octobre, le Parlement donc, a rejeté le mandat de négociation sur l'omnibus. C'est 309 pour, 318 contre. Donc, finalement, on se retrouve dans une situation presque de facto de statu quo, de blocage politique. On ne sait pas non plus jusqu'où ira ces velléités de simplification. Et comme je disais tout à l'heure, nous, au sein des institutions financières, on fait toujours face finalement à des obligations qui sont bien présentes, qui sont bien réelles et pour lesquelles on est bien attendu avec le package CR3, CRD6, EBA Guidelines. Et là, encore une fois, il n'y a pas de stop the clock. Et alors, finalement, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle que c'est un peu capoté comme ça? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ça va être parce qu'on va repartir sur le projet initial ou alors on va aller encore plus loin dans les exclusions, les exemptions? Qu'est-ce qu'il faut espérer de tout ça? Alors, j'espère qu'on ira plus loin enfin, en tout cas, qu'on reviendra peut-être à des choses initiales, mais en tout cas, ça, seul l'avenir nous le dira. Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'à court terme, là, et je pense qu'on est plusieurs à partager ce constat, c'est que clairement, on est plutôt sur une mauvaise nouvelle parce qu'on est dans un état de confusion assez généralisé. Et finalement, comme on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, on est dans un statu quo, dans un stop the clock implicite que l'on se crée nous-mêmes parce qu'on est clairement dans une situation d'incertitude. Sarah, je te propose, avant qu'on continue, qu'on prenne quelques questions du chat parce que ils sont inspirés, donc il faut qu'on les écoute et on écoute les questions. On a une première question de Rudy qui demandait si une discussion pouvait avoir lieu entre le lien entre la CSRD et le pilier 3, notamment sur la partie taxonomie. En fait, peut-être tu as des éléments et je crois que je peux compléter. Alors déjà, pour revenir sur les fondamentaux, le pilier 3, ça vise à publier des informations sur les risques et la résilience d'une banque. Aujourd'hui, on doit intégrer les questions ESG et ça passe notamment par l'identification des expositions. Est-ce qu'elles sont vertes, brunes, intermédiaires, alignées ou pas avec la transition? C'est quantifier également ces risques, documenter de la méthodologie, publier des plans. Je pense que on peut anticiper peut-être 2-3 petits points, mais sans trop spoiler non plus la suite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va avoir des solutions pour quand même répondre à ces exigences au titre du pilier 3. Ce ne sera pas parfait ou ce ne sera pas ce que l'on avait idéalisé grâce à la CSRD et à tout ce que ça pouvait représenter en termes d'opportunités pour les banques en termes de récupération d'informations de nos contreparties ou de nos parties prenantes de manière plus générale. Donc, on va avoir des solutions que l'on va pouvoir mettre en place et donc répondre quand même à ces obligations, à ces contraintes au titre du pilier 3. Oui. Sachant que juste en début d'automne, le BA a publié un No Action Letter
pour demander justement à mettre en stand-by certaines obligations de pilier 3 en attendant que Omnibus soit finalisé, pour la simple raison que, par exemple, dans Omnibus, on va aussi remettre en cause la taxonomie. Et la taxonomie, c'est vraiment le test de référence sur lequel s'appuient les templates de 6 à 10 du pilier 3 ESG. Et donc, tant qu'on n'a pas une vision finale de la taxonomie, on ne peut pas continuer ces tableaux-là. Donc, le BA a demandé à ce que, par exemple, pour les grandes banques, ces tableaux-là soient mis en stand-by en attendant vraiment que les travaux omnibus soient faits. Et pour les plus petites banques qui n'avaient pas encore commencé le pilier 3, elles vont, leur obligation de reporting va être décalée en conséquence. Mais n'hésitez pas, Rudy, à reposer la question s'il y a besoin de compléments. Alors, Hamza aussi, je comprends qu'Omnibus est venu simplifier la charge administrative, y compris une charge administrative, mais il y a une pression politique derrière cet allègement, c'est ce qu'on disait exactement. Ouais. Et la pression américaine aussi avait un impact dans ce sens. Alors, je laisse Sarah la patate. Clairement, la ligne dont je parlais sur la kill list, donc le fait de ne pas appliquer la CSRD sur des entreprises étrangères exerçant sur le territoire européen, clairement, ça vient des États-Unis et aussi de la Chine. Hein. C'est quand même les deux grands mastodontes qui ont fait pression dans ce sens-là. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'au final, on se retrouve quand même dans une situation où on a la Chine qui développe sa propre CSRD basée sur la nôtre. Et on a donc aussi les États-Unis qui travaillent aussi dans ce sens-là. Donc, c'est plutôt porté sur les normes IFRS, mais qui ont quand même une vision très américaine dans leur manière d'aborder les questions ESG et de comptabilité de manière plus générale. Donc, on se retrouve quand même sur un paradoxe assez intéressant, on va dire. Et très bien. Et je crois que j'ai répondu à la question de Thierry. Il parlait du calendrier de publication du pilier 3 pour les entreprises non importantes. Donc, c'est justement ce que je disais, c'était la No Action Letter de l'EBA qui a demandé à ce que les exigences de publication pour les entreprises qui ne sont pas large banques soient décalées jusqu'à ce qu'on en sache plus sur les travaux omnibus. En tout cas, c'est un No Action Letter qui est sorti en début d'automne. Laure, donc, quid de la révision de la SFDR? Alors, pour l'instant, la SFDR est aussi en de review, mais ce n'est pas lié aux travaux omnibus, c'est encore un autre chantier qui avance aussi modérément, mais ce n'est pas explicitement lié aux travaux omnibus. Sarah a mentionné les tests qui étaient directement liés aux travaux d'omnibus. On continue parce qu'on a encore énormément de choses à creuser sur ce feuilleton extraordinaire. Finalement, on arrive à un paradoxe pour les banques, hein, parce qu'au moment où les entreprises voient leurs exigences en matière d'ESG et de publication s'alléger, en tout cas, ce n'est pas encore acté manifestement, mais au moins faire une pause dans le temps, le stop the clock. Finalement, nous, on est plutôt dans la logique, nous, banquiers et financiers d'une manière générale, on est plutôt dans la logique inverse où il y a de plus en plus d'exigences. Alors, comment on gère ça? Alors, comment on gère ça? Alors, du coup, effectivement, juste pour revenir un tout petit peu plus en détail, hein, on a ce fameux paquet CR3, CRD6 qui est entré en vigueur assez récemment, qui intègre donc du coup, enfin en tout cas, qui fait la part belle à l'ESG dans un cadre prudentiel. À cela s'ajoute tout début janvier, donc les guidelines EBA sur la gestion des risques ESG. Et concrètement, au niveau des banques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir les intégrer, ces risques ESG, dans la gouvernance, mais aussi publier un plan de transition climatique, incorporer l'ESG dans le RAF, l'ICAP, l'ILAP, réaliser des stress tests, publier un reporting au titre du pilier 3. Bon, bref, toute une série de choses à faire. Donc, on est vraiment dans un système à double vitesse avec d'un côté des obligations, comme tu le disais, très allégées pour les entreprises, un maintien potentiel. Clairement, pour nous, c'est assez problématique. Donc, on va se retrouver sur un véritable casse-tête, notamment autour de la donnée, quoi.
Et justement, dans ça, c'est la bonne transition. Casse-tête, comment on fait si 80% des entreprises qui étaient dans le périmètre initial sont finalement hors scope? On a même eu des propositions au Parlement pour avoir jusqu'à 92% des entreprises sorties du scope. Comment on fait finalement si on n'a plus de données ESG pour faire l'ICAP, l'ILAP, le RAF, le pilier 3? Comment on fait? Alors, pour ceux qui se rappellent peut-être des publications de l'EBA et de la BCE, c'est vrai qu'ils attendaient beaucoup finalement de ce que pouvait apporter la CSRD en matière de données ESG. Donc, c'est des publications qui datent d'il y a maintenant 1 an, avant justement toutes ces petites tribulations réglementaires autour de la CSRD. Donc, on attendait beaucoup finalement de ces textes, on attendait beaucoup du reporting extra-FI pour aller capter de l'information extra-financière et permettre de l'intégrer pleinement dans la gestion des risques. Du coup, dans ce contexte-là, d'incertitude, de report calendaire, etc., on est vraiment sur un nouveau mot d'ordre. C'est non plus attendre que le reporting arrive, mais s'adapter. Et s'adapter, finalement, l'EBA nous avait déjà donné quelques outils, qu'elle a une petite boîte à outils qui ne date pas d'hier. On avait les premières guidelines qui datent, je crois, de 2022 ou quelque chose comme ça, où proposer donc des proxys internes, donc ça peut être des modèles d'estimation. Donc typiquement, par exemple, pour des PME, on ne dispose pas de bilan carbone, donc on va pouvoir essayer d'aller les estimer en mettant en place des petits modèles, de croiser des sources de données, des sources publiques de données, commencer à travailler aussi sur du questionnaire client, donc aller directement finalement questionner nos contreparties, nos parties prenantes, pour essayer d'aller capter cette information et évaluer du coup le niveau de maturité de ces parties prenantes sur les sujets ESG. C'est vrai que j'ai oublié le traditionnel faire appel à des data providers. Donc ça, c'est quelque chose qui était très, très en vogue, surtout au début, quand on n'avait absolument rien en termes d'outils. Et puis, en fait, il faut être vraiment dans une logique proactive. Donc là, j'ai parlé beaucoup de data adaptation, mais il va falloir aussi viser sur le long terme. C'est se dire qu'une fois qu'on a mis en place tous ces petits outils-là, c'est évaluer finalement les données, qu'est-ce qui est lacunaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, et commencer à travailler sur des plans de remédiation pour viser une mise en qualité de toutes ces informations-là. Et est-ce que tu as un exemple, par exemple, de cas où on pourrait mettre en place, récupérer de la donnée en s'affranchissant un peu des données ECRS, puisqu'il n'y en aura pas tant que ça? C'est ça. Typiquement, l'exemple que je donnais sur les PME, donc on peut prendre un exemple en se basant sur la méthodologie PICAF pour les émissions financées. C'est un très bon exemple. Par exemple, on peut se retrouver dans une situation où on a une collectivité locale, une PME qui ne publie pas ou qui n'a tout simplement pas calculé son bilan carbone, par exemple. Et finalement, nous, derrière, ce qu'on va devoir faire, c'est réaliser une estimation des émissions en se basant, par exemple, sur des données sectorielles, régionales, macroéconomiques, et donc développer toute une méthodologie de calcul. Alors, l'enjeu, du coup, va être d'évaluer la qualité de ces données, on va dire, un peu contournées, mais aussi de documenter la méthodologie. Ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas le chiffre réel, ce ne sera pas la vérité comme si on avait calculé un bilan, c'est tenté qu'on puisse parler de vérité, mais au moins, ça aura le mérite d'exister, ça aura le mérite d'être là, d'être transparent. Et finalement, c'est exactement ce qu'aujourd'hui demandent les superviseurs, c'est qu'il vaut mieux travailler sur quelque chose qui est estimé, qui est traçable, qui est documenté, que d'avoir une absence totale d'informations pour gérer nos risques bancaires. Et particulièrement pour les proxys, les FRAG dans la version des ECRS simplifiées a changé un peu de logique, parce qu'avant, par exemple, on nous disait qu'il fallait d'abord qu'on cherche à récupérer la donnée réelle auprès des clients, des entreprises, et c'est vraiment uniquement lorsqu'on n'avait pas la donnée réelle qu'il fallait faire des estimations. Ils ont relâché cette contrainte-là dans le projet
de ESRS simplifié et que maintenant, on peut directement aller au proxy si jamais il y a besoin. On a quelques points là dans le chat qui sont intéressants à prendre en compte, notamment Rudy qui rappelle donc ma compréhension de la No Action Letter concernait certains templates et pas tous les templates. Oui et non, dans le sens qu'en fait, dans l'ITS de l'EBA, le projet d'ITS, il y a plusieurs, ils ont appliqué le principe de proportionnalité. Et donc, en fait, selon la taille de l'entreprise, de la banque, il y a des templates dédiés. Et donc, en fait, dans le No Action Letter, ils ont dit les larges banques qui publiaient déjà le pilier 3 depuis 2023 vont mettre en stand-by les templates 6 à 10 plus certaines colonnes du template 1 et 4. Par contre, pour 1 et 5, pardon. Et par contre, pour les plus petites banques qui ne publiaient pas le pilier 3, il va y avoir donc une demande de l'EBA de mettre en stand-by l'obligation de publication jusqu'à ce qu'on en sache plus sur l'omnibus. Donc ça, c'était le point. Alors, le deuxième point de Rudy, mon point portait sur la DMA, dans la double matérialité, la CSRD, et notamment l'alignement des risques de transition physique qui seraient matériels ou non et qui pourraient entraîner un narratif différent selon le pilier 3. De manière générale, c'est que les équipes pensables de pilier 3, ESG, de CSRD sont souvent les mêmes. En fait, l'idée, c'est de ne pas changer. On n'a pas deux façons d'analyser les risques. Hein, donc, l'idée, c'est de capitaliser. Ils ont même déjà dit aussi que pour éviter les redondances, on peut faire des références croisées en forme de document pour expliquer que ce document-là se retrouve déjà dans tel autre doc. Donc, pour ne pas répéter à chaque fois les mêmes choses. Mais définitivement, l'idée, c'est de faire exactement, de synergiser au maximum. Hein. C'est l'esprit de la CSRD. Une autre question de Rudy, donc implication RAS-RAF, l'ICAP et son impact, intégration dans la DMA, alors même que le pilier 3 arrive dans certains cas après la CSRD et qui aurait été plus utile de capitaliser. C'est la même logique. Hein. Ce qu'on recommande, c'est vraiment, et Sarah je vais laisser Sarah continuer ce point-là, mais ce qu'on recommande vraiment, c'est de ne pas siloter l'approche du reporting ESG, parce qu'en fait, c'est la même information qu'on va reprendre dans des axes différents. Donc, il vaut mieux travailler déjà par thème, en disant, voilà, qu'est-ce que je fais sur mon plan de transition, qu'est-ce que je fais sur mon ICAP, qu'est-ce que je fais sur mon RAF, etc. Et après, rentrer dans le formalisme du reporting pour mettre dans la bonne case. Mais c'est une seule information, on n'a pas 3 RAF, on n'a qu'un seul RAF, en fait. Donc, bien sûr qu'on va capitaliser au maximum. Sarah, finalement, ce qu'on entend, c'est que, voilà, la CSRD, c'est trop lourd, on va simplifier, etc. Est-ce que vraiment c'était si mauvais que ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce que vraiment il n'y a pas des briques qu'on pouvait quand même garder, des très bonnes idées à garder dans ces CSRD? Et donc, l'exercice que je te propose qu'on fasse, c'est de reprendre un peu les idées clés de la CSRD et on les rebalaye un peu les unes après les autres et tu nous dis, en fait, finalement, si on garde ou on jette, quoi. La première idée, par exemple, c'était cette grande granularité avec la logique entonnoir de la CSRD où on allait vraiment du plus général au plus fin et on regardait, on avait une logique taille géographique, sectorielle, taille de capitalisation. On en fait quoi? Ça, c'est un outil hyper intéressant puisqu'au final, ça va nous permettre, comme tu le dis, d'avoir une vision qui va être bien... qui va être bien définie selon différents périmètres. Et pour moi, c'est en fait en soi-même un outil essentiel pour pouvoir mapper derrière les risques bancaires. Hein, en reprenant par exemple l'idée de proxy de tout à l'heure, pouvoir définir une estimation de gaz à effet de serre pour une PME qui ne publierait pas ou qui ne communiquerait pas sur le sujet, avoir une information sur le GES d'un pays, d'un secteur d'activité, croiser tout ça, puis peut-être le rationaliser derrière par une capitalisation, c'est une démarche qui est tout à fait logique pour justement avoir donc une mesure, pour disposer de quelque chose, mais aussi ça permet finalement d'affiner les limites et de prioriser aussi les actions en fonction de
l'endroit où on se trouve, donc les points de concentration géographique dans lesquels on se trouve et les secteurs d'activité que l'on peut avoir derrière et ensuite les caractéristiques de notre portefeuille de manière tout à fait classique. Donc ça, j'ai presque envie de dire que ça fait presque partie finalement d'une approche très traditionnaliste que l'on a déjà, nous, en matière de gestion des risques. On garde. Alors, un autre mot-clé de la CSRD, hein, on le retrouve dans tous les ECRS, c'est cette logique PAT, Policy, Action and Target. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors moi, ce que j'aime bien justement dans cet acronyme PIT, c'est qu'on va se retrouver encore une fois sur une logique en entonnoir. On va partir d'une approche, et ça va nous donner en fait une approche qui va être très top-down. On part d'un principe P pour policy, qui est très macro, qui permet de décrire les engagements, les principes, les processus de gouvernance sur un sujet en particulier. Donc si je prends un exemple, ça peut être une politique climat qui est alignée sur les SBT. Puis, en fonction de ce design, on va aboutir sur le A de Action, qui représente du coup les mesures concrètes pour mettre en œuvre justement ces politiques. Typiquement, si je reprends mon exemple, un plan de décarbonation. Et enfin, on va arriver sur le fameux T target, qui transforme tout ça en des objectifs mesurables et clairement définis dans le temps. Donc, typiquement, moins 50% d'émissions carbone d'ici 2030. Donc ça, on est vraiment sur une forme en entonnoir. En plus de ça, on peut se dire, bon, sur telle thématique, je n'arrive pas à aller... je n'arrive pas à avoir un plan d'action et donc, du coup, je n'arrive pas à avoir des targets. Donc, ça va faire partie de ma feuille de route pour les prochaines semaines, prochains mois. Ou au contraire, on peut se dire, sur cette thématique-là, je suis hyper mature, j'ai mon PAT global qui est fait et donc travailler vraiment sur un monitoring, la mise en place d'un monitoring, d'un suivi sur ce volet-là. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que finalement, au-delà de la philosophie générale du truc, que je trouve assez intéressante, c'est que ça va être un requis finalement pour la CRD6 dans le plan de transition. Et c'est ça qui est vraiment très structurant, c'est que beaucoup d'idées de la CSRD, en fait, on va les reprendre dans le pilier 3, on va les reprendre dans la CRD6, on va les reprendre dans nos publications volontaires. Et donc, effectivement, il y a un peu un malentendu sur cette méthodologie qui a peut-être été présentée de manière un peu trop technocrate, mais qui, par contre, avait quand même beaucoup de petites pépites. Une autre idée aussi clé de la CSRD, c'était cette notion d'analyse de la chaîne de valeur, discussion avec les parties prenantes. On garde ou on jette? Alors là, l'enjeu, il est plus que clair, c'est évaluer nos dépendances critiques dans une chaîne de valeur et co-construire finalement des solutions avec ces parties prenantes. Donc, typiquement, exclure dans nos analyses une chaîne de valeur, enfin les parties prenantes de manière générale, c'est finalement, ne pas couvrir un niveau de risque, mais c'est aussi peut-être aussi se fermer à des opportunités puisqu'on ne va pas avoir cette vue holistique sur tout ça. L'objectif, ça ne va pas être seulement de collecter de la donnée au niveau des parties prenantes, mais c'est vraiment de renforcer finalement la résilience de son portefeuille, mais aussi la continuité des opérations bancaires tout en via ce levier ESG. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'il faut garder, c'est même quelque chose qui va être encouragé, puisque ça fait partie intégrante finalement de la philosophie qu'on va avoir à travers les EBA Guidelines. Et le concept un peu star de la CSRD, c'est la double matérialité, la fameuse DMA. On fait quoi? Sachant qu'elle a été très contestée, puisque les Américains, par exemple, ne font que la matérialité financière. Ils ont estimé que la matérialité d'impact, ce n'était pas vraiment leur truc. Donc, on fait quoi de cette double matérialité? Écoute, double, simple matérialité, dans tous les cas, c'est le filtre, c'est le filtre central en matière de process de décision, de priorisation des actions. C'est vraiment la première brique à poser, en fait. On est conscient que la problématique de l'ESG, c'est une problématique très complexe. On ne va peut-être pas pouvoir tout traiter à très court terme. Et donc, il faut savoir prioriser. Et pour
prioriser. Un des prismes qui est donné, c'est celui de la double matérialité. Et en ce sens-là, c'est une boîte à outils formidable pour pouvoir justement se dire, là, c'est incontournable, il faut absolument qu'on y aille. Là, au contraire, on va pouvoir attendre d'être un peu plus mature sur la thématique ou d'avoir de la bande passante pour pouvoir le traiter, car on n'est pas sur un enjeu fort dans ce sens-là. Donc, voilà, on est quand même, je pense, on a la chance d'avoir justement à la fois une mesure des impacts de l'entreprise sur l'environnement et l'inverse aussi, c'est-à-dire comment les risques ESG nous affectent nous. Et ça, c'est quelque chose sur ce dernier volet-là qui est notamment regardé avec des stress tests climatiques. Comment est-ce que les catastrophes naturelles vont impacter notre portefeuille? Donc, je ne vois pas comment on pourrait s'affranchir dans un objectif de risk management de cette double matérialité-là. Mais il y a encore plusieurs concepts clés de la CSRD. On ne pourra pas tous les faire ce soir, mais qui sont vraiment très structurants, comme par exemple la notion d'opportunité, parce que c'est vrai que depuis l'ESG, ça a été présenté toujours comme un risque, comme quelque chose qui nous tombe dessus, alors que c'est aussi levier d'opportunité de nous pousser à réfléchir à cette logique-là. Comme Sarah l'a dit, les stress tests, et d'ailleurs, ces stress tests qui vont nous aider notamment à refaire l'ICAP, l'ILAB, le plus bas, la logique de DNSH, de penser qu'on est dans un système Terre et que tout est interconnecté et qu'on ne peut pas sur-optimiser une stratégie, par exemple, sur le climat au détriment de la biodiversité, etc. Et pareil aussi pour l'auditabilité, le fait qu'il y ait quand même un tiers indépendant qui regarde ce qu'on fait avant de publier, au moins pour nous donner ce petit confort. Sarah, finalement, on assiste à un paradoxe encore au niveau international, parce qu'au moment où l'Europe, au départ, était leader un peu en matière de durabilité, on a produit une quantité extraordinaire de tests réglementaires dans cette logique-là. Et maintenant, avec toute le feuilleton omnibus, on donne l'impression qu'on recule sur l'ESG, alors que pendant ce temps, d'autres avancent encore même 3 fois plus vite. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Alors, à titre personnel, je trouve qu'effectivement, le recul de la CSRD, enfin, un recul, ou en tout cas, toutes les vagues que l'on a actuellement autour de ce sujet, laisse la part belle à toutes les normes IFRS, et notamment IFRS Sustainability S1 et S2, plus communément appelé, donc qui reprend déjà en grande partie la structure de la CSRD et qui renforce même son leadership mondial, puisque très récemment, là, ils proposent un passeport mondial. Donc, l'idée de ce passeport, c'est de faire en fait en sorte que le reporting extra-fee qui émerge des IFRS S1 et S2 puisse être reconnu dans plusieurs juridictions sans devoir tout réécrire en fonction de spécificités locales. Donc, c'est vraiment un dépassement de juridiction, ce sur quoi nous, on revient justement dans le cadre des kill lists. Et ça, c'était exactement finalement l'objectif initial de la CSRD, mais peut-être à l'échelle européenne, c'est peut-être ça le bas qui blesse, à savoir harmoniser le reporting, harmoniser le langage. Donc, on a cette montée en puissance des normes IFRS, et puis on a, comme je le disais tout à l'heure, la Chine qui prépare sa propre CSRD, qui est quasiment identique à la nôtre, avec un calendrier qui est très strict. Donc, nous, on allège aujourd'hui toutes ces normes, toutes ces obligations et tous ces objectifs aussi vis-à-vis de la planète, parce qu'il ne faut pas l'oublier dans l'équation. Mais au final, demain, on risque d'être rattrapé par tous ces acteurs-là. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est gardons en tête qu'à côté, on reprend les bonnes pratiques CSRD, la Chine, l'IFRS qui est très interopérable avec les normes SRS. Donc, autant se dire que, OK, CSRD, c'est mort ou c'est pas mort, on verra les prochaines semaines, les prochains mois nous le diront. Par contre, derrière, on a 2 gros mastodontes qui arrivent et ça, on ne va pas pouvoir y échapper. Oui, parce que du coup, c'est ça le paradoxe, c'est que des entreprises qui seraient, entre guillemets, exemptées via CSRD pourraient se retrouver à reproduire quand même les mêmes reporting parce qu'elles sont sous le régime IFRS. Donc, du coup, c'est pour ça que la CSRD est morte, vive la CSRD. C'est exactement ça. C'est un peu le paradoxe dans lequel on est. Alors, on a Hamza qui pose la question, donc les grandes banques ont le même engagement pour respecter ces exigences compte tenu du flou actuel, notamment après l'exclusion de plusieurs grandes entreprises étrangères. Alors, tout dépend de quel engagement
sont pas, si on parle de la CSRD en particulier, les FRAC a préparé des ECRS simplifiés où quand même il y a près de 70% d'indicateurs et d'exigences en moins par rapport à finalement les ECRS initiales. Donc, les entreprises qui étaient déjà assujetties, qui ont publié la vague 1 de CSRD, vont devoir publier, mais avec la question des ECRS simplifiés que les FRAC va révéler de manière officielle en décembre. Ils ont prévu un webinaire pour ça, une conférence pour ça. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas assujettis encore parce qu'ils étaient vague 2 ou 3, il y a le stop de clock par rapport à ça. Ça, c'est pour répondre à la question sur la CSRD. Et après, pour le pilier 3, c'est le point qu'on a mentionné précédemment sur le No Action Letter. Ensuite, on continue, Sarah. On a finalement, on dit on allège, ça a l'air bien d'alléger, mais c'est quoi les risques d'alléger trop? On l'a vu, il y a plein de paradoxes. Il y a un paradoxe mondial, européen, avec cette double vitesse. Il y a un paradoxe entre les obligations des entreprises et les obligations bancaires. Mais au final, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'on va assister, quoi qu'il arrive, à du désalignement. On était parti pour justement avoir une concordance sur chacun de ces piliers. Aujourd'hui, on part sur 3 désalignements majeurs. Celui du périmètre, puisqu'on a moins d'entreprises aujourd'hui qui sont sous le joug de la CSRD, avec, comme je disais tout à l'heure, package CR3, CRD6, EBA Guidelines, qui, eux, restent bien là et bien présents. On va avoir un désalignement de calendrier. Le cadre prudentiel est très strict en matière d'échéance et de mise en application. Là où pour la partie CSRD, on est un peu plus sur du flou avec du moratoire, avec potentiellement des choses qui vont être encore revues, voire disparaître, etc. Donc, on a un problème majeur en termes de calendrier, de mise en place des choses. Et puis, on va avoir aussi un désalignement en matière d'attente. Donc là, on peut parler très rapidement finalement de la value chain cap. Donc, le fait que justement on ne va pas pouvoir exiger de manière disproportionnée d'une divulgation des PME, que les grandes entreprises ne vont pas pouvoir exiger des PME une divulgation extra-financière importante. Donc ça veut dire que finalement on va perdre finalement de l'information dans cette chaîne de valeur, on va perdre finalement en harmonisation et en alignement des planètes en matière de données au fur et à mesure que l'on refasse, que l'on redessine la chaîne de valeur. Et ça, c'est un vrai angle mort finalement pour la transparence. Alors,